L'avocat est un artiste judiciaire. Il aide un accusé à jouer un rôle dans une pièce qui lui est imposée, mais qui peut devenir une très belle pièce. Si la conférence du stage ne m'avait pas pris dans ses rangs, j'aurais été avocat, bien sûr, mais sûrement pas l'avocat que je suis aujourd'hui. Ça m'a incontestablement beaucoup apporté. Moi, j'étais une sorte d'enfant trouvé du palais et j'étais un enfant reconnu. À partir du moment où j'avais goûté à cette défense au quotidien, à ces permanences pénales, à ces comparutions immédiates, à partir du moment où j'avais assisté des gens à l'instruction, à partir du moment où j'avais été désigné dans des dossiers d'assises express, il n'était plus question pour moi de me borner à préparer des offres de reprise dans le cadre de dossiers devant le tribunal de commerce. C'est évident. La conférence a changé ma vie. Alors, la conférence des avocats du barreau de Paris est la plus belle école d'éloquence judiciaire au monde. C'est un lieu dans lequel des jeunes avocats choisissent les 12 meilleurs d'une promotion, et ces 12 jeunes avocats sont un peu comme ceux qu'étaient autrefois les internes des hôpitaux, ceux qui vont ensuite aller plaider pour les affaires les plus difficiles, les affaires d'assises, ou plaider pour les plus démunis, ceux qui ont l'aide juridictionnelle dans les procédures de flagrance, de sorte que le plus beau talent oratoire de la jeunesse soit mis au service de ceux qui en ont le plus besoin dans la défense de leurs droits. Toute société ou toute micro-société génère des emblèmes. Et la conférence est un emblème. On a besoin d'admirer, à tort ou à raison, peut-être idéalise-t-on ce qu'est la conférence. Mais la micro-société judiciaire des gens de robe n'échappe pas à cette loi générale qui veut que l'on puisse admirer. Et la conférence a su générer cette admiration générale par les exercices qu'elle propose, parce qu'on a envie d'en être, même si on sait qu'on n'en sera jamais. Il y a des avocats augustes qui n'y ont jamais appartenu. Mais elle ne laisse pas indifférent. Elle cristallise beaucoup de choses, cette conférence. Quand vous avez un grand procès à Paris, vous y retrouvez peu ou prou toujours des anciens secrétaires de la conférence. Je ne vois pas sans horreur actuellement la parole déserter la justice. Je pense qu'une justice sans parole est une justice inhumaine. Et je crois que c'est un des lieux où on cultive c'est quand même le dernier lieu pratiquement où on cultive la parole. Voilà. Je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Paris, arrêtez tout, j'ai plus envie. Comme à Sedan, je serre les dents. Ce Dien fou frappe fort, juste en dessous de la ligne Maginot. C'est Waterloo, je suis Tao, Madame le bâtonnier, Monsieur le vice-madonnier, mes chers confrères, j'ai mal. L'islam. Non, je n'ai rien fait, ne tirez pas. En plus, vous êtes dans mon dos, j'ai les mains en l'air, ne tirez pas. Mon adresse n'est pas un tombeau, laissons les erreurs, les bavures. Dans le passé de nos années d'années, je vends pas au camé du cannabis, c'est vérifié. Je ne suis pas armé, je passe à le gamin. Pas les vieilles dames, et de leur sac à main, je suis pas un sale gamin. Tout le monde condamne à mourir, remarquez. Effectivement, on nous raconte un certain nombre de choses. On sait que ça, c'est une vieille institution qui a dans les 200 ans. Et qu'il y a des grands personnages qui sont passés par là et qui ont fait des belles carrières. Voilà ce qu'on sait. Au moment où j'assiste à la première séance, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas à quoi correspondent les 12 secrétaires qui sont assis à table. Je ne sais même pas pourquoi ils sont là. Je ne sais pas comment on s'inscrit. Vraiment, j'y connais rien. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu cet endroit qui est unique, j'en ai jamais trouvé d'équivalent de par le monde, un endroit où voilà,
par la parole, juste la beauté de la parole, on pouvait faire la différence et changer sa vie. Les jeunes secrétaires de la conférence, les jeunes orateurs, incarnent aussi une tradition basochienne. La basoche, autrefois, c'était tous les jeunes étudiants en droit qui se rassemblaient, qui avaient un royaume, qui avaient une organisation extrêmement hiérarchisée, avec un roi, avec des règles écrites. C'était extrêmement strict. Et en même temps, la basoche était un contre-pouvoir face précisément aux aînés et aux anciens. La basoche formait une véritable entité autonome et très souvent irrévérencieuse. Comment faire pour que ce filet si mignon devienne comme il l'aime, gourmand croquant? Lui faut-il mettre les petits plats dans les grands? Non, mieux que ça, il lui faut mettre la grande dans les petits plats. Et puisque pour qu'il sonne le glas, pour qu'il donne le gras, rôtir, c'est mourir un peu. La conférence des avocats au barreau de Paris, c'est un concours d'excellence dont les règles sont absurdes, les modalités absurdes, et qui pourtant arrivent à identifier les meilleurs avocats de leur génération. La conférence peut s'enorgueillir d'avoir dans ses tables, à raison de 12 lauréats par an, de très grands noms de la vie politique française. Le phénomène est particulièrement remarquable pour la Troisième République, puisque la conférence a plaisir à rappeler, ce qui est parfaitement exact, qu'elle compte 3 présidents de la République. On peut quand même rappeler Jules Grévy, Raymond Poincaré et Alexandre Millerand ont été tous les 3 secrétaires de la conférence, ont été lauréats du concours. Et Edgar Faure, qui avait été président de l'Assemblée nationale, président du Conseil, ministre, député, sénateur, membre de l'Académie française, procureur adjoint à Nuremberg, il m'a dit voilà, toute ma carrière, j'ai reçu tous les honneurs, mais la conférence a été pour moi une des plus grandes satisfactions de ma vie. Pour moi, c'est Poincaré, qui, après avoir été président de la République, après avoir été bâtonnier de Paris, au soir de sa vie, vient dire que la plus belle page, ça a été la conférence du stage. On lit dans Proust, dans La recherche du temps perdu, d'un avocat qui fréquente le salon de Madame Verturin. On y dit « c'est un avocat qui réussira car c'est un secrétaire de la conférence ». J'ignorais tout du concours de la conférence. Et c'est par hasard que je me suis retrouvé à assister à une séance du concours. Un jour, je me promenais dans les couloirs du palais et j'ai vu les sujets affichés. Je m'y suis donc rendu. Et dans mon métier comme dans ma vie, j'essaie d'appliquer une leçon que mon père m'a enseignée et qui est de ne pas parler pour ne rien dire. Mais le soir même, au téléphone, lorsque j'ai eu mes parents, je leur ai raconté tout le mal que je pensais du spectacle auquel j'avais assisté. Et alors mon père m'a repris et m'a fait comprendre que le plus important, c'était peut-être ce que je n'avais pas entendu, à savoir les motivations profondes qui animaient mes confrères et qui les avaient poussés à prendre la parole en public. Et puis il m'a posé une question. La question. Et toi, à leur place, qu'aurais-tu dit? À partir de ce moment-là, je n'avais plus d'autre choix que de m'inscrire au concours pour répondre à sa question. Chaque fois qu'un homme survit à la violence, il saisit l'occasion de construire sa légende et offre son étoile au firmament. C'est un concours en 3 tours. Il y a chaque année aux alentours de 130, 140 candidats en moyenne qui se présentent. Le premier tour a lieu du mois de janvier au mois de juillet. Les candidats disposent de 15 jours pour choisir un sujet qui les inspire et choisir de le traiter par l'affirmative ou la négative. Donc ils ont une liberté sur le sujet et ils ont une liberté sur la thèse qu'ils choisissent de défendre. Et puis sur ces 130, 140, 150, ça dépend des années candidats, 36 sont retenus pour participer au deuxième tour qui a lieu à la rentrée. Et cette fois-ci, c'est très différent. C'est un exercice d'improvisation, puisque les candidats se voient imposer la thèse, affirmative ou négative, et le sujet, ce qui est un exercice extrêmement dur, mais qui se rapproche
de l'exercice qu'ils auront à mener une fois qu'ils seront secrétaires, notamment dans le cadre de la défense d'urgence. Et sur ces 36, 24 sont sélectionnés pour participer au 3e tour. Puis sur ces 24, 12 seront retenus pour devenir les secrétaires qui, à leur tour, choisiront leur successeur. Le concours de la conférence, il a cette particularité qu'il est unique. Ce sont des sensations uniques. Être secrétaire après, c'est génial. Mais passer le concours, c'est immense, c'est formidable. Ça, c'est 3 tours. Plus jamais on repassera la conf. Plus jamais. On sera ancien secrétaire à vie. Plus jamais on repassera ces 3 tours. Et c'est ce qui est le plus incroyable. C'est s'affronter soi-même en public. Se battre contre soi-même dans un ring. Imposer ses idées. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le concours, je l'ai passé plusieurs fois. J'avoue que les 3 premières fois, je l'ai passé pour me mesurer. Je voulais mesurer ma capacité, mesurer mon rapport au silence, mon rapport à ce pupitre. Toutes les fois où j'ai passé le concours, la salle me paraissait gigantesque. Et le pupitre énorme. J'ai toujours trouvé ce pupitre trop grand pour moi. Donc ils sont derrière le pupitre, ils sont assis, ils sont tous en robe, ils ont chacun des cahiers et un stylo pour noter ce que vous dites. Et après, ils ont un numéro et après, ils ont un poste. Tout ça, ça m'échappait totalement. Moi, j'étais juste, est-ce que mon texte est bon ? Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que ma famille est fière de ce que je suis en train de dire ? Et voilà, c'était plutôt ça, mon challenge. Et puis, la 4e fois, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai eu le concours. Tout s'est réduit. En fait. Quand on prépare le concours, au début, on est dans un état de relative ignorance. Le premier tour, on y va, on ne sait pas trop exactement ce à quoi s'attendre. On prépare quelque chose qui nous semble bien ou pas. Moi, j'ai eu à cœur de vouloir dire quelque chose et pas faire que parler. Et c'est une distinction qui me tient à cœur. Mais voilà, le premier tour, c'est très long, c'est sur un semestre. Il y a beaucoup de tours, beaucoup de candidats. Donc finalement, on l'oublie assez vite et la vie reprend un peu le dessus. Après viennent les résultats pour le 2e tour et ça, c'est une immense angoisse. J'ai une petite affection particulière pour le 2e tour, qui est le tour en 5 heures, qui est finalement la plus belle démonstration de la capacité d'un avocat à réagir. C'est-à-dire qu'on dispose très très rarement d'énormément de temps pour pouvoir préparer un dossier, et aux assises, il faut être réactif. Donc c'est presque un tour d'improvisation. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier. La conférence du stage est une juridiction impressionnante, alors qu'elle n'a aucune raison de l'être, mais elle l'est. Et c'est excellent pour les jeunes avocats de se trouver devant des juridictions impressionnantes. C'est une excellente préparation. Voilà. Je suis là, tendu à vos pieds. Madame, je suis là. Les jurés qui sélectionnent les candidats ont l'âge des candidats ou sont à peine plus âgés. De sorte que c'est une épreuve très intimidante, car il est très difficile pour un candidat d'admettre la supériorité de garçons ou de filles qui sont de sa génération et qui n'ont aucun mérite évident à leurs yeux. C'est terriblement dur et impudique de faire 3 discours d'environ 10 minutes devant des gens qui ont votre âge, dont vous déniez la légitimité, et pourtant vous prétendez prendre leur place. Et ça demande de la mesure dans la manière d'écrire et de dire les choses, parce qu'il faut à la fois être humble pour ne pas les heurter, mais il faut être assez flamboyant pour les séduire. Ça m'effrayait beaucoup, le concours. Ça me mettait dans tous mes états dans la période de préparation, et c'était pas quelque chose que je vivais de manière désinvolte, hein, ça c'est sûr. L'exercice juste avant, c'est tétanisant, c'est très angoissant, donc moi je buvais énormément. C'est-à-dire que je pense que j'ai bu 3 pintes avant d'arriver au premier tour, tellement je n'arrivais pas à canaliser mon... Alors c'est pas un conseil que je donne, bon, évidemment moi je buvais, je m'enquillais des trucs, donc oui effectivement, un stress, une angoisse hallucinante. Pour moi, ce concours, c'est d'abord la peur. Et puis on s'interroge, pourquoi avoir peur ? Et puis, peur de quoi, au juste ?
parce qu'il n'y a rien de pire qu'une peur sans objet. Alors, peur du sujet qui est posé, peur des secrétaires de la conférence qui vous font face, peur du public qui vient en nombre, ou, il faut bien se l'avouer, peur de décevoir ses proches. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais surtout peur d'être ridicule et d'avoir honte. Au fond, la peur de l'échec et plus encore celle d'être jugé. Et ce concours m'a en quelque sorte donné à vivre ce que peuvent ressentir les accusés que j'allais devoir défendre par la suite. Et cela m'a appris 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut un courage énorme à un homme pour pouvoir prendre la parole face à ses juges. Et la seconde chose, c'est qu'en réalité, on n'a pas le temps pour avoir peur. Parce que dès lors qu'on commence à avoir peur pour soi, c'est l'autre qu'on oublie de défendre. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, mes chers confrères, soyons courageux. Ayons peur. La peur, c'est un événement merveilleux. C'est un éveil, un réveil, une mise en danger de soi-même, un combat qui nous rappelle que nous sommes vivants, une boule dans la gorge, le palais un peu desséché, des balbutiements, de la tachycardie, nos jambes qui se dérobent. Il y a tout dans la peur. Et il faut que ça explose. De la folie, de la tristesse et surtout de la joie. Et puisqu'il y a du bonheur dans la peur, alors ce soir, je vous le dis sans aucune honte, soyons trop peur. Ce qui sera apprécié par le jury, par les anciens secrétaires, enfin les secrétaires en exercice plutôt, c'est ce qu'est la personne elle-même. À travers le discours qu'elle tient, on va tout savoir d'elle, ou presque tout. La façon dont elle se comporte physiquement, le doute qu'elle a d'elle-même, ou au contraire, son assurance parfois excessive, son goût raffiné, ou au contraire, sa trivialité. Bref, toutes les qualités sont en jeu dans cet exercice de 10 minutes où l'on n'échappe pas au regard. Je pourrais vous parler des réponses trop logiques, les rationnelles, les glaciales, les implacables, les effroyables, celles qui s'imposent comme des clairons, celles qui nous dictent quoi penser. Ces réponses-là, la science nous les impose. La seule chose que j'avais en tête, c'est de faire quelque chose de suffisamment sincère que je ne regretterais pas en cas d'échec. Voilà. C'était au moins ne te travestis pas pour essayer de ressembler à ce que tu penses que les gens voudraient que tu sois. Fais quelque chose qui te ressemble et au moins tu n'auras pas de regrets. Il s'agit de dire quelque chose à quelqu'un. Et naturellement, c'est très difficile. Et c'est très difficile parce que... et très compliqué parce qu'il faut être très simple. Donc il ne faut pas chercher à faire l'intéressant au concours de la conférence. Le mérite est un concept aussi récent que fantaisiste. C'est la croyance, entretenue par quelques gouvernements cyniques et manipulateurs, que les choses auraient un sens, que l'existence dépendrait des qualités ou des défauts éventuels de chacun. Genre. Malheureusement, et nul doute que chacun d'entre nous, un jour, en a fait l'expérience, douloureuse ou favorable, la vie se fout du mérite. Comme je dis souvent, il faut que dans la forme, le discours soit suffisamment sophistiqué pour flatter celui qui le reçoit, car ça lui donne le sentiment d'être intelligent puisqu'il l'a compris, et suffisamment simple pour qu'il l'ait vraiment compris. Il y a tellement de place pour des genres différents qu'il n'y a pas de règle unique. Il n'y a qu'une règle, en tout cas. C'est déjà ce que disait Mauro Giaferi, c'était « apprenez les auteurs, les poètes. Celui qui n'a pas de culture est handicapé. » Parce que la fréquentation des poètes, la fréquentation de l'écriture, la connaissance de l'histoire, c'est ce qui permet de faire surgir l'image qui va créer l'émotion. La fréquentation des poètes, la rigueur dans la lecture des grandes œuvres de littérature, au-delà même du concours, ça doit faire partie de votre vie. C'est un art de vivre. Les jeunes qui le passent aujourd'hui doivent le retenir, mais il y a aussi autre chose. Vous voyez au fur et à mesure des années que effectivement le niveau des candidats change.
je dirais pas en bien ou en mal, ils changent avec la société. Les jeunes qui concourent aujourd'hui ne sont plus ceux qui concouraient dans les années 80, 90 ou 2000. Les discours s'adaptent aussi à notre époque. Ce qu'il faut, à mon sens, aujourd'hui, évidemment, c'est littérature, c'est curiosité. Mais au-delà de la littérature, c'est la curiosité. Être curieux, savoir vivre, savoir sortir, aller au cinéma, aller au théâtre, avoir des amis, avoir une vie, avoir des passions, avoir des émotions, connaître ses émotions. Au-delà des ambitions, se connaître au travers de... Se connaître soi-même, avoir une histoire à raconter. Et cette histoire à raconter, c'est pas simplement parce que vous avez lu des bouquins, c'est aussi parce que vous avez su vivre, voyager, être curieux. Et vous apprenez autant dans vos relations. Vous êtes autant riche par les amitiés que vous entretenez que par les bouquins que vous lisez. Chacun a sa définition de l'éloquence. C'est Malraux qui dit que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Eh bien, je pense que l'éloquence, c'est ce qui reste lorsqu'on a fini de parler. Et il faut rassurer les candidats qui peuvent se sentir complexés par ce concours, et notamment ceux qui croient ne pas être suffisamment cultivés, et leur dire que la conférence, ça n'est pas un contrôle de connaissances, c'est un concours d'éloquence. Et l'éloquence, ça n'est pas de prouver que l'on sait, ni même démontrer que l'on a raison. Il ne s'agit pas de faire une récitation à la conférence, ni même de se cacher derrière la poésie d'un autre. Non, à mes yeux, l'essentiel, c'est de marquer les esprits. Ce qui compte, c'est véritablement la puissance créatrice de la parole du candidat. C'est, si vous voulez, toute la différence entre goûter une madeleine et faire une thèse sur celle de Proust. Un frère qui tue son frère. Mais en Italie, Romulus avait déjà assassiné Rémus bien avant que Michael Corleone ne fasse exécuter Fredo. Et violence suprême, parmi les suprêmes violences, l'inceste. Eh bien, sans complexe, dès l'Antiquité, ce cher Oedipe, bien avant les plus grands poètes, Pulchen et Joe Star, applique à la lettre la tentation suprême, celle du NTM. Alors, on dit que le talent d'un grand écrivain, c'est pas uniquement de savoir bien écrire, c'est aussi et surtout de savoir capturer l'air du temps. Et c'est ça, fréquenter les grands auteurs, c'est capturer à chaque fois l'image qui permet de dire à l'autre au plus précis qu'il est possible et au plus profond qu'il est possible chez celui qui vous écoute ce que vous voulez lui dire. La personne qui marque, c'est celle qui a la possibilité de s'exprimer différemment, avec des mots différents, des idées nouvelles et une façon de présenter les choses qui n'a jamais existé avant elle. Et c'est ça qu'on regarde en réalité quand on essaie d'apprécier le discours de quelqu'un d'autre. Il sait qu'ici, on peut attraper des mots rares. Il se dit qu'ici, quelqu'un finira nécessairement par parler. Se rend-il compte vraiment de sa violence, espèce de violeur de mots, espèce de kidnappeur de discours? Tu veux tordre le cou à l'éloquence? Je connais ton funeste programme, tu veux la supprimer. Et sa violence, elle ne s'arrête pas là, car Dieu seul sait quels odieux supplices tu leur fais subir à ces mots que tu retiens chez toi contre ton gré. Je suis sûr que le soir, tu les réécoutes en boucle, tout seul, en tirant tes volets pervers. Peut-être même que tu les écoutes en mangeant, cannibale. C'est tellement monstrueux ce que tu fais que personne avant toi n'avait pu y penser. Je voulais être un secrétaire de la conférence pour plein de raisons, mais je ne me suis pas du tout senti à l'aise dans ce concours. J'ai pas apprécié parler de moi. Et ça, c'est comme écrire en réalité. C'est un filtre qui est trop dur à mettre en place pour soi-même. On se voit tout de suite. On connaît la limite de ses mots, la limite de son physique, la limite de ses idées, la limite de ses sentiments. Et je vais vous dire les choses, j'ai absolument détesté parler pendant tous les tours de la conférence. Moi, je donnerais à un jeune avocat 2 conseils. Le premier, c'est de travailler sa voix. Notre voix, c'est notre outil de travail. Deuxièmement, dire à des candidats que le discours n'est qu'un prétexte et qu'on les invite à défendre
ce pourquoi il serait prêt à mourir. Vous allez donc avoir 5 heures pour préparer votre petit tour. Comment ça va se passer? On va vous séparer en deux, 6 et 6. Donc les sujets sont copier-coller en deux. Vous déchirez en deux, vous aurez 2 sujets. Comme ça, vous me donnez votre contradicteur. Hop. Peut-on avoir raison tout seul? Faut-il tout gâcher? Faut-il aimer les pigeons? Domine-t-il vraiment le monde? Pour un jeune avocat, il est sûr qu'il faut tout faire pour entrer dans la conférence. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on en aura gagné quelque chose. Une expérience, une visibilité et un réseau. Et alors, si par extraordinaire, on rentre dans la conférence, alors là c'est banco. Monsieur Serge Monet. J'ai un parcours un peu particulier à mon sens parce que j'ai d'abord eu une première vie où j'étais dans la musique, je faisais du rap, dans un groupe de rap qui à l'époque avait assez bien fonctionné à mon sens. Me voilà aujourd'hui avocat. J'ai prêté serment en 2009. Depuis toujours, que ce soit le rap ou être avocat, le but c'est de parler haut et de parler bien. Ça a commencé, il y a de ça, je ne sais même plus, tout à l'heure. Alors que je rentrais, les bras chargés de ses fleurs préférées. Il faut voir comment elle m'a reçu. Il fallait que j'arrête de la prendre pour une potiche, que je cesse de toujours marcher sur ses plates-bandes et que ça suffit de pousser mes nez dans les orties. Une furie. Pire que l'éternel marronnier. À chaque fois que je rentre de Fleury, elle m'envoie dans les roses. Elle était folle alliée. La conférence est apparue à mes yeux comme une espèce de remise de prix, les Oscars des avocats. Et ça m'a permis, moi, d'une part, de rentrer dans cette famille et d'autre part, d'avoir une certaine reconnaissance. Ce fut à mon deuxième concours. J'eus à traiter un sujet bien caractéristique de la conférence en son bon temps. D'emblée, il atteignait des sommets. Un précepteur a été chargé d'enseigner la vie à un jeune aveugle. Il la lui montre merveilleuse. Brusquement, l'aveugle recouvre la vue et s'aperçoit qu'il a été trompé. Peut-il demander des dommages et intérêts à son précepteur? Il fallait traiter en 10 minutes un sujet qui comprenait la sagesse et la folie du monde depuis qu'il est monde. Le jour du concours, le deuxième tour, j'en étais malade. Je ne dormis pas de la nuit. Rien n'est plus impressionnant que de prendre la parole à la conférence du stage. L'esprit critique des auditeurs, le jury solennel, distant, voire impénétrable, le bâtonnier qui préside, lointain et saturé, l'enjeu, ma timidité naturelle de ce temps-là, tout contribuait à mon état. Ce trac qui était le mien ajoutait à l'émotion du discours. Je parlais de ce jeune homme, venu à nous, venu vers la clarté, et qui, s'il ne gagnait pas son procès, s'éloignerait plus déchu, plus accablé peut-être, avec sa faim et sa soif. Et je regardais la porte, et on crut le voir, ce pauvre être qui voyait maintenant. On crut qu'il était là, en train de partir, de nous quitter. L'ovation qui me salua m'assurait du succès. Les vieux m'en parlent encore. J'étais premier secrétaire. Et du coup, ma vie au palais changea. J'eus l'impression que, refermé jusque-là comme devant un étranger, il s'ouvrait désormais à moi. Je m'y jetai avec allégresse et avec appétit. Voilà, une profession qui organise un concours en 3 tours. Pourquoi? Pour que les lauréats aient le droit, pour une somme symbolique, de monter sur la défense pour les plus démunis. C'est la gloire de la profession, ça. Cette mission pénale d'urgence, nous avons choisi, nous, barreaux de Paris, de la confier à 12 personnes sélectionnées, formées, qui pendant 1 an vont s'y consacrer.
Et jusqu'à présent, nul n'a failli. Formidable quand même, sur une chaîne qui a 200 maillons. 200 promotions de conférences, pas une n'a échoué dans cette mission. Évidemment, la première des missions des secrétaires, c'est d'assister des personnes qui sont mises en cause dans les dossiers les plus graves, donc les dossiers criminels, donc les dossiers qui vont faire l'objet d'une instruction, d'une enquête par un juge d'instruction. Ensuite, il y a une deuxième mission de la conférence qui pour moi est essentielle, c'est la défense pénale d'urgence, c'est-à-dire les renvois sur comparution immédiate qui permettent aux secrétaires de se frotter au pénal quotidien, qui permettent d'être confrontés immédiatement aux personnes dans l'urgence et immédiatement aussi à des problématiques juridiques parfois assez pointues. Lacan, qui parvenait parfois à être tout à fait intelligible, disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Et bien oui, les premières assises, les commissions d'office criminel, les comparutions immédiates, et bien voilà, là, le jeune secrétaire se cogne à la réalité. C'est des faits de vol avec menace d'une arme, en l'occurrence c'est une arme de poing. Alors c'est un dossier de vol à main armée en récidive. Il y a deux séries de faits. Il y a un vol à main armée commis fin décembre, donc dans une librairie pour prendre la caisse et le coffre-fort. Et il y a une tentative commise la semaine dernière pour, pareil, un braquage sur un fleuriste à Paris. Je suis au greffe de la 23, j'ai terminé. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ouais. Je sens que ce dossier il va m'énerver. Donc ça c'est le compte-rendu d'enquête, avec toutes les informations. C'est le premier document que tu as dans le dossier. Et en gros, au niveau du résumé de l'affaire, tu peux voir qu'il y a écrit « voir rapport de synthèse ». Or, le rapport de synthèse, il est fait par le lieutenant de police. Quand on dit « voir rapport de synthèse », ça s'adresse surtout au ministère public. Il y a beaucoup de dossiers à lire. Et ça s'adresse aussi finalement aux avocats, mais ça n'a pas le même sens. Voir rapport de synthèse, pour nous, ça veut dire « ah, il faut bien vérifier tout ce qui est faux dans le rapport de synthèse ». Il ne s'agit pas d'urgence, mais de violence. Menottes, arrestations, incarcération, prison, perquisition, saisie, caution. Tous les rapports qui unissent les accusés aux avocats, les avocats aux magistrats, les magistrats aux accusés, les accusés aux policiers et finalement les policiers aux accusés sont toutes marquées par la violence. Au fond, il ne s'agit que de rapports de force. Et nous sommes là pour prendre les coups et aussi tenter de faire dérailler cette machine judiciaire qui broie les individus. Dérailler, oui, voire même dynamiter. Il y a un petit côté résistant dans la conférence. Il n'y a pas de grands dossiers et de petits dossiers. On défend des humains, et c'est Thierry Lévy qui dit qu'il y a des crimes affreux, mais qu'il n'y a pas de criminels sans humanité. Et le secrétaire de la conférence se trouve propulsé en enfer. Tu l'as dans le bonjour ? Merci. Au départ, quand on rentre dans ces dossiers, c'est un peu comme un travail d'urgentiste qui va essayer de récupérer des morts vivants, et puis dans 90% des cas, il claque dans le SAMU. Voilà, donc au bout de quelques mois, l'urgentiste se dit est-ce que je continue ? Oui, je continue parce que j'en ai sauvé un. Si vous avez la vocation à être pénaliste, c'est que vous avez envie de voir du sang, vous avez envie de voir de la crasse, vous avez envie de voir de sentir l'odeur.
vous avez envie d'attraper vos clients et de les bousculer, vous avez envie de faire partie de cette race-là, vous avez envie de suer de la robe. Et c'est ça l'avocat. Et donc ça vous forme, ça vous renforce, ça renforce votre conviction. Et puis c'est des sensations qui sont des sensations qu'on ne retrouve jamais nulle part. Vous avez plutôt tendance à nier le fait d'avoir porté des coups à votre mère? Vous savez ce qu'on vous reproche? Voilà, on vous reproche une tentative d'homicide volontaire contre la personne de votre demi-frère, d'une part, et puis des menaces de mort. Moi, l'idée, c'est que là, mon intérêt, c'est qu'on en sache le plus possible sur votre vie et sur vous dès maintenant. Et qu'on fasse bien la différence entre vous et tous les braqueurs. C'est un peu dur, mais on va dire que c'est un braquage de désespoir. Oui. Pour résumer, votre frère, vous lui dites je suis trivial, ouais, tu me fais chier parce que t'es en train de rentrer, t'as fumé, t'as bu, tu me réveilles et t'as eu ma lumière, mais ça se finit avec des coups de couteau dans le ventre et des intestins qui sortent. Vous avez fait combien de braquages? 2, 3, 4. Vous avez été condamné combien de fois par la cour d'assises? Non, la cour d'assises, c'est une autre histoire. C'est une affaire de mœurs, c'est l'affaire avec Malika. Le juge d'instruction, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il vient de me dire qu'il regrette, qu'il se fait du souci pour son frère, et il est en train de m'expliquer qu'avec un couteau de 20 cm, alors qu'il était aveuglé par la colère, il voulait lui faire des petits bobos. Mais quand on est aveuglé par la colère, on fait pas des petits bobos, on fait des grosses bêtises. Alors on reprend. Première question. Je vous avoue que moi, j'ai grandi dans un endroit où tous les problèmes étaient concentrés. Et quand je parle des problèmes, je parle de ces problèmes qui vous mènent au tribunal. C'est-à-dire que la pauvreté, l'alcoolisme, les agressions sexuelles, la drogue, les braquages, les assassinats, les crimes de sang, les crimes d'honneur, tout ça, c'était le quotidien de l'endroit où j'ai grandi. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai pas eu de frisson particulier. J'ai pas eu le sentiment d'entrer en enfer. Au contraire, j'ai eu le sentiment de sortir de l'enfer et d'être au purgatoire. Puisque l'enfer, c'est d'abord l'endroit dont sont issus les gens que j'allais défendre. Quand ils arrivent au tribunal, je trouve que ce n'est pas l'enfer, c'est le réel qui vient frapper à la porte des bonnes gens, finalement. Moi, j'avais le sentiment plutôt d'être au purgatoire. Il s'agissait de faire le pont, essayer d'expliquer à un magistrat qui en connaît plus que vous, mais qui en connaît tellement plus que vous qu'il n'entend plus. Et vous, vous êtes là pour lui rappeler qu'il faut écouter. Voilà le sentiment que j'avais. Je ne vais pas dire qu'on rentre dans l'enfer, en fait. On rentre dans la vie, dans ce qu'elle a parfois de plus fragile, mais on rentre aussi dans l'espoir de sortir quelqu'un de là où il est. On rentre aussi dans la justice, qui parfois est une idée qui est belle. On rentre dans l'humanité, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est un métier tout à fait particulier et surtout assez infini, assez profond. Il y a toujours quelque chose d'un peu gênant à être celui qui défend l'homme qui quelque part est indéfendable, celui qui a fait ce qu'il ne devait pas faire, et dont il faut expliquer à un tribunal excédé par la multiplicité des comparutions de personnes à peu près identiques dans le profil social, qu'il ne faut peut-être pas céder à cette exaspération. Et là, parce que l'on est justement non seulement admis, mais désiré dans le processus du dialogue judiciaire, on se dit qu'on a le droit non seulement d'exprimer toute sa pensée, mais d'obtenir qu'elle soit écoutée et quelque part suivie. Du jour au lendemain, on est adulte, on est responsable de l'honneur d'un homme, de la vie d'un homme, de son avenir. C'est extraordinairement lourd et ça vous marque pour la vie. Je veux dire, la sensation de sortir quelqu'un de prison, ou la sensation d'éviter la prison à quelqu'un. Dans ce métier-là, la liberté a un sens qui est un sens matériel, pratique, pratico-pratique, réel de tous les jours. C'est pas liberté, égalité, fraternité, scotché sur un mur. C'est la liberté d'un individu, c'est du jour au lendemain, il a des menottes au poignet, ou du jour au lendemain, il respire l'air de l'extérieur. Donc si vous voulez, ces sensations-là, elles sont uniques. Et la conférence vous donne la possibilité de plaider 3, 4, 5, 6 fois par semaine.
et de manier ce mot liberté qui n'est plus un concept, mais qui est une réalité. Je rentre en prison ou je sors de prison. C'est ça notre quotidien. Je leur réponds que je suis né ici, quand ils me disent qu'ils me veulent là-bas. Mais bon, je sais bien qu'ici, je serai aimé comme là-bas. Parfois, je voudrais vivre là-bas. Peut-être je mourrai pas ici. Enterrez-moi dans du béton là-bas, ou dans un champ de coton ici. J'apprécie le confort ici, comme le tourisme là-bas. Comme ma mère venue ici, récupérer ses richesses de là-bas. La reine Sissi se balade ici avec les... Je pense qu'il y a 12 secrétaires, c'est mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est absolument pas historique, mais parce qu'à l'époque, avant la réforme de la cour d'assises et du nombre des jurés, il y avait 12 jurés. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé penser ou aimé croire qu'il y avait 12 secrétaires. Il y a sans doute une raison, hein. Je ne vais pas vous faire ici un historique de ce qu'est la conférence. Moi, ce que je constate, c'est que finalement, le chiffre 12 est un chiffre intéressant. Qu'on parle qu'on regarde notre montre ou qu'on parle du zodiaque, le 12 est quelque chose de très important. Bon, quoi qu'il en soit, 12 secrétaires, chacun avec sa mission, et je crois qu'on n'est pas de trop, finalement. Et quand on voit que dans l'année, il y a 12 mois, le chiffre la raison pour ce chiffre est vite trouvée. Évidemment, quand vous préparez la conf, vous les voyez, vous commencez à comprendre que chaque numéro a une fonction, que ce n'est pas un classement, parce que les gens pensent encore que c'est un classement du 1er au 12e, ça n'est pas un classement. Et donc, en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous représentez et de votre manière d'être, évidemment, vous imaginez dans un poste ou dans un autre, évidemment. Il y a 3 secrétaires importants, c'est le 1er, le 2e et le 12e. Le 12e parce qu'il tient la caisse, et les 2 premiers parce qu'ils se disputent au moment des discours pour savoir lequel des 2 fera le meilleur. D'abord, le premier secrétaire, il est l'homme de la modération ou la femme de la modération dans des promotions qui, quelquefois, ne sont pas modérées, nous dirons, presque par nature. J'ai surtout l'impression que la tradition s'est évertuée à surtout ne donner aucun rôle au second secrétaire. On lui commande de se révolter. C'est la tradition qui lui impose. Le 3e s'occupe de la relation avec la presse et de la relation avec les magistrats, qui sont 2 sujets passionnants. Alors, le 4e secrétaire de la conférence est l'organisateur de la conférence Berryer. C'est le monsieur loyal de la conférence Berryer, puisque son rôle est à la fois d'organiser la conférence Berryer en amont et de l'animer pendant la séance de la conférence. Le poste de 5e en lui-même, c'est la défense des mineurs. Qui dit mineurs dit relation avec les parents, dit relation avec les juges pour enfants, avec évidemment l'antenne des mineurs. Le poste de 6e secrétaire, c'est un poste qui est tourné vers les relations avec les barreaux étrangers non francophones. Le 7e était considéré à l'époque comme l'aumônier de la promotion. Une expérience douloureuse. Maintenant, c'est la francophonie, ce qui est effectivement plus léger et plus ouvert sur le monde. Le 8e, c'est cette indépendance d'esprit, cette forte personnalité, et d'un esprit que l'on qualifie souvent de littéraire, de cultivé, et qui contribue et participe à cet esprit général de la conférence. 9e secrétaire, c'est celui qui est chargé de transmettre l'amour de la conférence aux ceux qui arrivent au barreau. C'est donc celui qui est en charge à la fois de sensibiliser les élèves avocats à l'école oratoire et traditionnelle du barreau de Paris, et c'est également celui qui est chargé de faire en sorte que la parole de la conférence du stage aille jusqu'aux plus jeunes générations, jusqu'à ceux qui n'ont pas encore prêté serment, c'est-à-dire aux pousses qui sont encore en germe mais qui n'ont pas encore donné de feuilles. Le 10e secrétaire, il détient les clés du cœur de métier de la conférence. C'est celui qui organise les permanences. C'est celui aussi qui s'occupe au quotidien des éventuels, ce qu'on appelle des renforts, c'est-à-dire quand on a un dossier avec plusieurs personnes mises en examen. Parfois, la promotion est débordée parce qu'il y a trop de dossiers avec toutes les permanences, et dans ce cas-là, il faut faire appel aux anciens secrétaires. Le 11e secrétaire est le gardien du temple. C'est le gardien des traditions et c'est l'organisateur du concours. Il a cette mission qui est parfois ingrate, d'organiser méthodiquement le déroulement du concours. Voici réunis en ce dîner de famille tant
attendus, rendez-vous. C'est également une des vitrines de la conférence, puisque chaque semaine, il va prendre la parole lors de la séance du concours. Et c'est un petit peu je ne vais pas parler de démonstration, mais une manière de montrer que l'éloquence existe sous toutes ses formes dans la prise de parole. Si dans une équipe de foot, le premier secrétaire est le numéro 10, si le deuxième secrétaire est l'avant-centre, eh bien alors le 12e secrétaire, c'est le capitaine. C'est le ministre des Finances. C'est lui qui organise les déplacements, c'est lui qui décide d'affecter une partie du budget qu'il est le seul à gérer à telle ou telle dépense. Donc il a, comme souvent de la part de celui qui tient les cordons de la bourse, un rôle essentiel, si ce n'est prédominant. Il y a une liberté qu'on ne peut interdire à personne. Enfin, je crois, c'est celle de rire. Et là, Berryer vient nous rappeler qu'on peut rire de tout avec n'importe qui. Vous voyez la dernière image, la dernière bulle dans les albums d'Astérix et Obélix, où on voit tout le village se réunir. Personne n'a pris de potion magique, chacun a baissé les armes et mange un sanglier, et tout le monde a le droit de parler. Sauf le barde qui a été bâillonné parce qu'on ne veut pas de fausses notes. Eh bien, ce bon festin gaulois fait pour s'amuser et festoyer, c'est ça la Berryer. C'est une bulle de rire et de fête après une bataille. La conférence Berryer est le meilleur spectacle gratuit de Paris. Il s'agit d'une joute oratoire qui oppose les secrétaires de la conférence à des candidats qui sont soit avocats, soit élèves avocats, soit issus de tout milieu professionnel. Et cette joute oratoire improvisée a lieu en général une fois par mois au Palais de Justice de Paris dans une salle d'audience. Je suis persuadé, quand je vois le public qui assiste au Berryer par exemple, qu'ils sont tous intéressés par la conférence. Vous savez, je dois à mon quatrième, Régis Cuisinberch, l'idée de faire venir à toutes les Berryer, c'est notre promotion qu'il a créée, un invité d'honneur. Ils sont sourds, en fait. Par le passé, la conférence Berryer a reçu des invités extrêmement fameux. On pense évidemment, il y a très longtemps, à Salvador Dali, dont la mythologie voudrait qu'il soit arrivé au palais de justice avec en laisse une panthère, je crois. Il y a eu évidemment la Berryer Jean-Paul Sartre, il y a eu la Berryer Serge Gainsbourg. Le mime Marceau, beaucoup d'hommes politiques, Copé, DSK, Rocard, et beaucoup d'acteurs et d'actrices. Et Catherine Deneuve, plus récemment, il y a eu énormément d'invités très prestigieux à la conférence Berryer. Il se murmure même qu'il y a eu des émeutes au moment d'une Berryer Patrick Bruel ou d'une Berryer Gad Elmaleh. C'est un exercice de grande cruauté qui est assez particulier. Je pense que c'est un petit peu une image et une forme de décompression et d'image de la conférence aussi. C'est quelque chose qui est fait pour s'amuser et qui, en réalité, est purement rhétorique. C'est l'idée de dire on peut s'amuser en parlant. Et vous savez, Raymond Aron, sur la conférence, il a eu vraiment, il a été invité de la conférence et il a dit on se demande comment on peut dépenser autant d'énergie positive autour de rien. Il n'y a rien, mais il y a quand même tout. Les rires, l'émotion, l'énergie, et surtout le fait qu'en réalité, on doit accepter de pouvoir être critiqué pour progresser et faire quelque chose qui a un sens. L'idée, c'est pour dire que tout le monde en prend pour son grade, puisque le principe de la Berryer, c'est les 12 secrétaires en place invitent une personnalité, il y a des sujets qui sont posés, et il va y avoir 2 candidats qui vont faire un discours. Et puis les 12 secrétaires, chacun à leur tour, vont critiquer vertement les candidats et faire rire la foule sur le dos de ces candidats-là à partir de leurs discours qui sont évidemment nuls, forcément. Et donc chacun à notre tour, les secrétaires, on va faire ces critiques-là. Et à la fin de la soirée,
Il y a donc 2 anciens secrétaires qui, eux, critiquent les secrétaires en place en disant « Toi, t'as dit n'importe quoi, toi, tu as bien critiqué celui-ci alors que t'es pas meilleur que lui. » Et donc, tout le monde en prend pour son grade, donc on rigole sur tout le monde, et ça, c'est génial. Parce que du coup, on n'est pas là, secrétaire en place, sur l'Olympe. Non, au contraire, on est comme tout le monde, et nous aussi, on se fait bien taper sur la tête, et c'est très bien comme ça. Je trouve que c'est un bon retour des choses. Ah, Pierre, sauf qu'il est bon d'être surpris par la médiocrité. Perdu au milieu des bafouilleurs, des dyslexiques et des victimes du syndrome Gilles de la Tourette, Pierre Sauve, cet inconnu devenu star le temps d'une soirée, peuple une foule de médiocres perdus dans les lieux communs. Mon confrère Chirez a évoqué cet essai sur le pipi au lit. Votre discours m'a donné l'impression d'un enfant honteux au réveil et qui, découvrant le fait de s'être oublié en colonie de vacances, déclare à ses amis avec le sérieux imperturbable de ceux qui ont oublié. Il a dû pleuvoir, c'est tout. Et puis, le troisième temps, pour que tous ceux qui ont critiqué soient critiqués à leur tour, il y a dans la salle un ancien secrétaire de la conférence qui va faire ce qu'on appelle une contre-critique, c'est-à-dire qu'il va critiquer les secrétaires de la même façon que les secrétaires ont critiqué les candidats. On passe 2 heures à exploser des pauvres candidats. La moindre des choses, c'est que le retour, c'est qu'on se fasse exterminer par des vrais orateurs qui ont marqué l'histoire de la Berrier. Voilà, ça me semble légitime. Il a quand même réussi, ce qui ne se fait jamais dans une conférence Berrier, à nous lire un texte mot à mot. Mais avec sa feuille, on avait l'impression qu'il nous lisait les virgules. Il était là, mon Dieu, s'il avait oublié l'un des mots qu'il avait soigneusement écrit, c'eût été véritablement un drame. Mais monsieur, vous savez que nous sommes dans un exercice d'expression orale. Monsieur Delavigne, une seule constatation, vous n'avez rien compris. Un discours, ce n'est pas ça. Un discours doit inviter au voyage, à l'exploration, à la découverte. Et vous, monsieur Delavigne, vous nous avez conduit tout droit sur le boulevard périphérique. Et on a tourné, intérieur, extérieur, porte d'Orléans, porte de Vincennes, entre ces mots embouteillés, cette pollution sonore insupportable, vous caliez à chaque démarrage de phrase. Monsieur Delavigne, le procès verbal était inévitable. Tout ce qu'on veut, nous, c'est quand même les hacher menus, ne pas écouter ce qu'ils ont à dire et se foutre d'eux. C'est ça qui fait votre soirée. Ah, monsieur le 9e, j'ai un devoir particulier à votre égard. Parce que le fauteuil que vous avez là, c'est un fauteuil que j'ai occupé il y a très longtemps. Alors je vais être impitoyable, parce que c'est l'obligation. Quand on a occupé un poste aussi prestigieux que cela, on se doit d'avoir une rigueur, on se doit d'avoir une intransigeance dans la pensée. Aussi, mon jugement va être terrible. Vous avez été parfait. Là, enfin, la parole est sans conséquence. Nous qui, tout au long de la journée, avons parlé et sur nos mots pèse le poids, la liberté des hommes. C'est pas rien quand vous avez fini de parler et qu'on vous dit votre client est libre ou votre client part pour 10 ans. Ça, c'est grâce ou à cause de vos mots. Donc si parfois vous pouvez, à cause ou grâce à vos mots, simplement rire, on respire. C'est quoi la conférence? C'est 2 mandats présidentiels. C'est 10 ans de vie qu'on vous inflige, vous impose, ou qu'on vous donne, qu'on vous offre en une seule année. C'est une illusion qu'on aimerait faire durer. J'ai trouvé que c'était une expérience personnelle tout à fait enrichissante et qui nous aide et qui nous porte après, je pense, tout le long du parcours. C'est la clé d'un avenir. C'est véritablement ce qui vous permet d'exercer ce métier avec un tout petit peu moins de soucis.
avoir le sceau secrétaire de la conférence pour une personnalité comme la mienne, pour un profil comme le mien, oui, ça change une carrière. La conférence, pour moi, c'est recevoir la plus grande des fiertés pour soutenir les plus grands désespoirs. C'est un moment de passage collectif, où on passe de l'enfance de la profession à la jeunesse de la profession. C'est vraiment ça, la conférence. L'aiguillon de la conférence est essentiel. Des jeunes esprits et des cœurs intacts à qui tout est occasion de révolte quand c'est injuste ou quand c'est moche, c'est essentiel. C'est un lieu de liberté, d'espièglerie, et qu'au fond, c'est un peu de romanesque dans notre profession. Et c'est très important, le romanesque. Pour moi, la conférence des avocats du barreau de Paris, c'est l'âme du barreau. Sans cette conférence, nous serions un métier comme un autre. Vous tous qui avez participé cette année, nous vous remercions. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait rêver, vous nous avez émus. Et aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes heureux de vous avoir tous vus. Alors, une dernière fois, amis de la conférence, compagnons d'éloquence, favoris de la faconde, commensaux des mots et chevaliers de la harangue. La conférence se meurt, vive la conférence! Bravo!